Bonjour à tous, donc je m'appelle Maëly Nizan, je travaille à Numa, comme on vient de le présenter. Numa, c'est un accélérateur et globalement on travaille avec un accélérateur qui accompagne d'un côté des startups, de l'autre côté des corporates, des grandes entreprises et sur certains programmes qui accompagnent les deux. Est-ce que vous entendez bien au fond? Non? Est-ce que c'est possible d'augmenter un petit peu le son? Moi je vais essayer de parler plus fort. Et globalement, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est de cadre d'innovation. Donc je vais être un petit peu moins terre à terre que les deux présentations que vous aurez juste après. Moi, je vais essayer de vous partager notre expérience sur comment est-ce qu'on a construit des cadres qui nous permettent de faire travailler ensemble des grandes entreprises et des startups et aussi des pouvoirs publics. Et ça, je vous le racontais à travers un retour d'expérience sur un gros programme qu'on a actuellement qui s'appelle Data City. Mais avant de commencer, j'aurais bien aimé savoir un peu mieux à qui je parle. Et je vais vous poser quelques questions. Qui d'entre vous travaille ou a monté une start-up? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Qui d'entre vous travaille plutôt en agence ou éventuellement est freelance, indépendant? Ok. Ok. Je vais essayer de parler le plus fort possible. Qui d'entre vous travaille plutôt dans une grande entreprise? Et est-ce qu'on a des gens ici qui travaillent plutôt dans les pouvoirs publics, dans une mairie ou dans une collectivité? Ok, cool, super. C'est très représentatif. Pour commencer, je voulais définir un peu, revenir un peu quand on parle de Smart City, de quoi on parle. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous reconnaissent cette image, peut-être les plus cinéphiles reconnaîtront Blade Runner, mais j'ai choisi cette image, ça représente bien en fait la vision qu'on peut avoir quand on parle de Smart City. Quand on parle de Smart City, on voit tout de suite des voitures qui volent, l'intelligence artificielle, parfois des robots, etc. On a plutôt une vision d'une ville qui finalement est assez noire, assez polluée, avec une grosse distinction des classes, plutôt les classes pauvres qui vont vivre dans les bas-fonds de la société, des classes un peu plus riches qui sont plutôt au top des immeubles. Et ça, c'est un peu ce qu'on a comme vision quand on se voit dans la Smart City. Nous, chez Numa, on est beaucoup plus terre à terre, parce que finalement, quand on parle de Smart City, on essaie de comprendre quels sont les problèmes très concrets, très quotidiens, très terre à terre que rencontrent les villes aujourd'hui. Et ces problèmes, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout ce qui va être traitement des déchets, le ramassage des ordures, etc., qui est pas forcément extrêmement sexy comme sujet, mais qui a un très gros enjeu, puisque ça représente un des principaux postes de dépenses pour une ville. Ce qu'on a comme enjeu également, c'est tout ce qui va être déplacement, avec les bouchons, les problématiques de circulation, de gestion des flux des automobilistes, les problèmes de parking, toutes les voitures qui tournent pour trouver des places sans cesse. Je ne sais pas si c'est comme ça à Québec, mais nous à Paris, en tout cas, c'est très prenant. Un peu le pendant qu'on va avoir, qui est tout ce qui est transport en commun. Et là, si on veut essayer d'éliminer les voitures ou de faire en sorte qu'on pollue moins, comment est-ce qu'on est capable de proposer des transports en commun qui sont efficaces et sur lesquels on n'est pas forcément bondé comme ça et on peut être un peu plus content quand on le prend. Et de manière un peu plus générale, tout ce qui va être aussi la pollution. Comment est-ce qu'on fait une ville qui va être aussi agréable à vivre et dans laquelle on ne risque pas d'attraper un cancer, d'être malade. J'aurais pu parler également de tout ce qui va être tout ce qui est environnement, écologie, j'aurais pu parler d'énergie, etc. Finalement, si je rebondis un peu sur la première image que je vous montrais, Blade Runner, quand on parle de Smart City, on ne parle pas du tout de technologie. La technologie va être un moyen pour atteindre un certain nombre d'objectifs qu'on va essayer de viser, mais pas du tout l'objectif en soi. On va parler de tout ce qui est comment est-ce qu'on crée un cadre qui permet un développement économique qui va être réellement durable. Comment est-ce qu'on a une gestion invitée de ressources? Là, je parlais de tout ce qui était écologie, on est complètement dedans. Comment est-ce qu'on prend mieux en compte les citoyens, les habitants de cette ville? Et là, on est vraiment dans l'exact opposé de ce qu'on a sur Blade Runner, où c'est plutôt une ville qui écrase ses habitants et qui est extrêmement violente. C'est au contraire comment est-ce qu'on en fait un environnement qui est propice d'un point de vue économique, mais d'un point de vue aussi quotidien, pour pouvoir y vivre. Ça, c'est un peu je pose un petit peu les éléments, le constat de départ, et donc du coup la question, c'est comment est-ce qu'on a construit cette ville? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on ait un environnement dans lequel on puisse tous s'épanouir? Si on regarde un peu les forces en présence, qui construit cette ville? Alors évidemment, il y a la ville qui est chargée de son développement, qui va essayer de maîtriser un petit peu sa croissance et de comprendre comment est-ce qu'elle va construire cet environnement. On a les corporates, donc toutes ces grandes entreprises qui gèrent les réseaux, qui gèrent tous les transports, l'énergie, etc. Et on a les startups. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'il y a beaucoup de blocages auxquels doivent répondre ces acteurs. La ville, finalement,
premiers instruments pour construire la ville, ça va être de passer par des appels d'offres. Donc, c'est-à-dire, on lance des marchés sur lesquels on va essayer de... On doit, par définition, essayer de définir assez précisément quel est le cadre du marché, quels sont les types de solutions qu'on va attendre. Et ça pose des problèmes, parce que quand on innove, quand on essaie de construire quelque chose, finalement, ça va être assez compliqué de définir précisément quelles sont les bonnes solutions, parce qu'on ne les connaît pas encore. On a de l'autre côté les corporates qui, eux, répondent à ces appels d'offres et vont être aussi très frustrés, souvent, enfin en tout cas dans nos échanges, par ces cadres dans lesquels ils n'ont pas forcément la capacité de pouvoir, elles aussi, proposer des solutions qui leur sembleraient pertinentes. Et on a les startups qui, elles, au contraire, sont plutôt très innovantes. Leur raison d'être est justement de proposer des solutions un petit peu différentes, mais elles ont du mal à rentrer sur ces marchés, à être capables de à la fois démontrer l'impact que peut avoir leur solution et trouver les bons interlocuteurs au sein des corporates ou au sein des villes pour pouvoir implémenter ces solutions. Donc ce qu'on a fait en fait dans Construire Data City, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait un cadre à monter où on proposait en fait à chacun de... On répondait aux problèmes des uns en mutualisant les ressources des autres. Et donc ce qu'on a fait, c'est que très concrètement, on a réuni tous ces gens-là pour pouvoir offrir... Je ne sais pas si vous avez à lire là, c'est un petit peu flou. Bon, je vais vous repasser un peu les choses, mais globalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en rassemblant la ville et les startups, on est capable d'ouvrir un terrain d'expérimentation, de placer la ville comme une plateforme qui accueille des innovations et permettre à des startups de pouvoir placer leurs innovations et démontrer l'impact qu'elles peuvent avoir, c'est-à-dire avoir des chiffres, puis être dans un discours marketing d'expliquer qu'on pourrait faire quelque chose, mais être capable de le quantifier très concrètement, qu'est-ce qu'on améliore sur la ville. On a tout ce qui va être start-up et corporate, comment est-ce qu'on peut mutualiser les ressources. Les start-up ont besoin d'accéder aux ressources des corporates, de comprendre un peu mieux quels sont éventuellement leurs clients, quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'on pourra travailler avec eux et bénéficier de toutes les ressources qu'on vont voir leur fournir les corporates. Et on a un élément qui est extrêmement intéressant aussi, c'est pour les corporates, pouvoir remonter un peu la chaîne de valeur, ne plus arriver au moment où on répond à un appel d'offres, mais être capable de codéfinir les problèmes auxquels on va vouloir répondre avec la ville, c'est extrêmement de valeur. Et donc ça, c'est Data City. Data City, c'est un cadre qu'on a lancé, qu'on pilote pour la 2e année à Paris cette année. Et je vous ai mis un peu, alors c'est le gros logo partenaire. Donc c'est un programme qu'on a monté avec la mairie de Paris, sur lequel on a rassemblé des partenaires, avec un élément intéressant, c'est qu'on a essayé de casser les silos. C'est-à-dire que pour construire la ville, on ne peut pas travailler uniquement sur une thématique, sur une verticale. On ne peut pas construire la ville en pensant uniquement à l'énergie. Il faut forcément qu'on puisse être capable de réunir des acteurs qui interviennent sur tous les sujets. Et ce qu'on a été chercher, c'est des partenaires... Alors, vous ne reconnaissez pas forcément les logos parce que c'est français, mais on a vraiment des partenaires qui interviennent sur l'énergie, EDF qui est le producteur d'énergie en France. On va avoir des partenaires qui sont plus sur tout ce qui est conseil et ingénierie. On va avoir des partenaires qui sont plutôt sur tout ce qui est infrastructure et télécom. Je pense à Cisco, SFR par exemple. Des partenaires logistiques comme La Poste, tout ce qui est livraison de colis en France. Ou sur la mobilité comme RATP qui opère les réseaux de transport en commun. Ce que je vous ai mis de l'autre côté, c'est quelques startups qui ont répondu l'année dernière et que je vous présenterai un petit peu. Ça me servirait à illustrer qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce type de programme. Globalement, ça ressemble à ça. C'est un programme de 8 mois qui passe par 4 grandes phases. Une phase où on va définir un peu les enjeux, une phase où on va sélectionner des projets, une phase où avec les projets sélectionnés, on va les amener sur le terrain, on va les tester, on va faire tourner les solutions concrètement pour voir ce que ça produit, et une phase où on va présenter tout ça et voir comment est-ce qu'on passe ça à l'échelle. Là, je vous présente tout ça, ça a l'air extrêmement facile. Enfin voilà, on a monté un truc, ça tourne, etc. Mais pour monter ça, et je me disais que ça pouvait être intéressant de vous partager ce soir, c'est qu'on a dû répondre à pas mal de défis. C'est pas si évident que ça de réunir autant de partenaires, de réussir réellement à pouvoir créer des solutions qui vont impacter la ville. Le premier défi auquel on a essayé de répondre, c'est tout ce qui est abandonner le brief. Ce que je vous expliquais, c'est par définition, quand on innove, on n'est pas capable de connaître la solution. Si on connaît la solution, on n'est plus du tout dans les logiques d'innovation, on est dans des logiques d'implémentation. On sait que ça a fonctionné, on sait exactement quoi aller chercher, et il suffit juste de le mettre en œuvre. L'enjeu ici, c'est plutôt comment est-ce qu'on va accepter le risque, comment est-ce qu'on va amener des partenaires à signer quelque chose où on ne sait pas du tout ce que ça va produire. Ce qu'on fait là-dessus, et ça, pour une bonne partie d'entre vous qui travaillent sur les logiques du X, ça ne va pas du tout vous étonner, mais c'est qu'on n'est plus du tout sur une approche où on
part de la solution, mais notre enjeu, c'est définir le problème. L'endroit sur lequel on se raccroche aux branches, finalement, en acceptant d'abandonner la solution, c'est qu'on va passer énormément de temps à essayer de définir le problème. Et on passe plus d'un tiers... Excusez-moi, j'ai le truc qui me revient dans les oreilles. On passe plus d'un tiers du temps sur ce programme à essayer de définir quels sont les bons problèmes qu'on veut résoudre. Alors globalement, ça ressemble un petit peu à ça. On va essayer au départ, on va travailler avec nos partenaires et on va essayer au départ de partir de problématiques extrêmement précises pour ensuite les ouvrir un petit peu, les mutualiser, faire en sorte que ce ne soit pas une problématique qui soit portée par un unique partenaire, mais faire en sorte que nos différents partenaires se retrouvent sur les problèmes à résoudre et enfin ouvrir encore un petit peu plus pour laisser de la place à une startup pour pouvoir s'approprier ces problèmes et pouvoir répondre aux enjeux qu'on propose. Quand on parle de problèmes à résoudre, il y a deux choses qu'on va chercher tout particulièrement. C'est un, tout ce qui va être amélioration de l'existant, et deux, tout ce qui va être saisir de nouvelles opportunités. Ça se passe à des moments où on va avoir des temps de workshop avec individuellement chacun de nos partenaires et on va essayer de gratter là-dessus. Les choses qu'on recherche très spécifiquement, c'est toutes ces citations, ces verbatims sur lesquels on va être capable de lier ça à un impact réel du quotidien. Donc les exemples que je vous ai pris, c'est qu'on avait, quand je parle de saisir de nouvelles opportunités, on avait une discussion super intéressante avec EDF qui nous explique comment une nouvelle réglementation qui est passée en France sur l'autoconsommation, donc la possibilité de consommer l'énergie qu'on produit, va complètement bouleverser leur métier. Aujourd'hui, c'est un indice pour nous qui veut dire que c'est quelque chose qui mérite d'être creusé. Quand on va avoir également sur l'amélioration de l'existant RATP qui nous explique comment est-ce qu'ils vont perdre un certain nombre d'appels d'offres parce qu'ils ont du mal à quantifier quels sont les flux de personnes, à mesurer les flux de personnes dans les métros, ça c'est des éléments extrêmement intéressants. Et on va essayer de prendre tous ces éléments, les réunir, et ensuite on va essayer de les évaluer. Pour nous, un bon problème, un vrai problème qui mérite de passer du temps, sur lequel on va se concentrer, on a 3 grands critères qui nous permettent de garantir en fait, qu'il y a réellement un marché pour les startups, parce que tout ce travail qu'on fait en préliminaire, c'est être capable de préparer un terrain pour être capable de dire à une startup à un moment qu'il y a une opportunité business pour elle et que si elle passe du temps avec nous sur ce terrain, elle va pouvoir trouver son modèle, éventuellement gagner de l'argent et se pérenniser. Et ces 3 critères, c'est 1, l'existence d'un client. Est-ce qu'il y a quelqu'un, si on développe cette solution, qui est prêt à l'acheter? Quand je prenais l'exemple de l'appel d'offres, c'est le parfait exemple, c'est qu'on sait c'est une des limites qui ne leur permet pas de gagner les appels d'offres, c'est le manque de cette solution. Donc on sait tout de suite, si on est capable d'apporter une solution, on a déjà un client qui est identifié. Deuxièmement, c'est la notion d'urgence. On est très souvent dans les jeux d'innovation sur... c'est un peu la distinction entre le nice to have et le must have. Il y a beaucoup de choses, ce serait très chouette si on les avait, mais finalement, il n'y a pas cette notion d'urgence. Qu'est-ce qui se passe réellement si on ne bouge pas pendant 6 mois? Et si on ne bouge pas pendant 6 mois, s'il ne se passe rien, c'est que c'est un mauvais sujet. Si pendant 6 mois, si on ne bouge pas, on a perdu le marché, il y a de nouveaux acteurs qui sont rentrés, qui sont complètement appropriés à un marché, là il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant. On sent qu'on est dans le bon moment, on est dans le bon timing pour lancer des solutions. Et enfin, le dernier critère qu'on va utiliser, c'est tout le critère d'open innovation. Pourquoi est-ce que cette solution, il devrait la traiter avec une start-up? C'est-à-dire qu'une start-up, on essaie de construire la logique de partenariat. Si c'est uniquement trouver quelqu'un qui va être un prestataire pour une partie de leur activité, c'est pas du tout un bon modèle. C'est-à-dire qu'une start-up va faire un one-shot, va éventuellement proposer une intervention, et derrière, va pas pouvoir se pérenniser son modèle. Donc on va essayer de comprendre derrière qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on construit un modèle qui est sain pour tout le monde. Pardon. Une fois qu'on a fait ça, on va rentrer plutôt dans une phase qui va être une phase de mutualisation. On va amener tous les partenaires et cette fois on va travailler sur quelque chose de plus global et essayer de comprendre comment les enjeux d'un partenaire énergie qui est EDF peuvent se croiser avec un partenaire sur la mobilité comme RATP et d'autres partenaires qui travaillent plus sur l'immobilier. Pour ça, on a développé un outil qui est un Canvas Challenge. Là-dessus, ça va nous permettre de passer à des problèmes qui sont très très spécifiques et indépendants des partenaires. À un moment, c'est un outil qui nous permet de mettre en commun les choses et de creuser, d'atteindre quels sont les réels problèmes à résoudre. Ce problème, globalement, ce qu'on va chercher à traiter dans ces cas-là, c'est tout ce qui va être quel est le problème utilisateur et donc quel est l'utilisateur qu'on vise, en sachant qu'on répond à un besoin d'un utilisateur spécifique. Deuxième point, c'est en quoi il y a une opportunité business pour ces partenaires. On essaie de mettre à plat les choses. Quel est l'enjeu réellement pour les partenaires? En quoi peut y avoir une relation win-win avec la start-up? Qui sont les clients? Qui va payer pour cette solution très concrètement? Quels sont les use cases qu'on va pouvoir aborder? Quels sont les cas d'usage qui nous permettent de traiter cette solution? Quelles sont les ressources qu'on a à disposition? Parce que si on propose une problématique, il faut qu'on soit capable, si on veut intéresser les startups, de leur fournir des ressources. Ce que j'appelle des ressources, c'est des terrains d'expérimentation, des jeux de données, des expertises partenaires. Si on ne met rien sur la table, il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un vienne travailler avec nous sur ce sujet.
Quelles sont les limites des solutions existantes? Si on propose une solution, si on considère que les solutions existantes ne sont pas pertinentes, et donc comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui que ces solutions ne sont pas intéressantes? Enfin, si on rentre dans une logique d'expérimentation, quels sont les critères qui nous permettent d'évaluer cette expérimentation? Il faut qu'on puisse mesurer qu'est-ce qu'on veut atteindre, quelles conséquences on veut produire en installant quelque chose, pour évaluer si on a eu un impact qui est positif ou un impact qui est négatif. Je passe un peu sur les choses, parce que sinon je vais partir, je vais être un peu long. Ça nous permet, en fait, à la fin de cette séquence, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle, nous, des challenges. Et donc, c'est des problèmes qui sont documentés. On va réutiliser chacune de ces cases pour lancer un appel à projet à des startups. On a bien défini quel était le cadre, quel était l'enjeu, pourquoi il y avait une opportunité business pour les startups, et pourquoi est-ce qu'elles devaient s'intéresser à ça et venir travailler avec nous, de quoi elles allaient disposer, et quel allait être le deal, finalement, avec les corporates qui sont nos partenaires. Et ça, on le publie sur notre site internet, et voilà. Mais la deuxième difficulté, c'est que finalement, c'est pas si facile que ça de pouvoir convaincre des startups. C'est pas parce qu'on a un bel appel à projet qu'on a bien documenté les choses. C'est une partie du travail, mais ça ne suffit pas. J'ai trouvé un chiffre intéressant qui était de se dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 186 programmes d'accélération. Sur ces 186 programmes d'accélération, ça ne prend en compte que les grands programmes d'accélération qui existent un peu partout dans le monde. On ne parle pas du tout des concours qui s'adressent aux startups, tous les concours, les hackathons ou les appels à projets qui sont identifiés. Ça ne prend pas du tout en compte les accélérateurs corporate. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une concurrence qui est extrêmement forte dans tout l'écosystème qui s'est développé pour le soutien aux startups. Donc si on veut pouvoir convaincre des startups de venir participer, c'est vraiment pas si facile que ça. Nous, donc, à partir de là, on essaie de comprendre en quoi on a fait tout. Je vais présenter toute la partie corporate, quels étaient les enjeux, et en quoi un programme comme ça va être intéressant pour les startups. Globalement, on a identifié trois grandes catégories, trois grandes parties de deal où on peut créer une relation win-win avec ces startups. Est-ce que vous arrivez à lire? Non, c'est complètement flou. Bon, ça c'est clair. Alors, en gros, on s'adresse à des startups pour trois choses. On va avoir des startups candidates qui souhaitent valoriser une expertise, c'est-à-dire que c'est des startups, typiquement, c'est des startups qui sont spécialisées dans les sujets liés au traitement de données, par exemple, et elles ont besoin d'un use case à un moment où elles vont montrer qu'avec une grosse boîte, elles ont été capables de répondre à une problématique, et c'est ce use case qui va leur permettre de vendre d'autres missions à d'autres personnes, et donc c'est pour ça qu'ils vont venir nous voir. On a d'autres startups qui vont venir nous voir plutôt sur des enjeux de validation d'opportunités. Ça, c'est des startups qui sont déjà présentes, qui ont déjà du business, qui ont déjà développé un produit sur un territoire spécifique. Et finalement, elles vont se dire que sur un territoire un peu connexe, assez proche, il y a d'autres choses qu'elles pourraient faire. Mais il y a un risque qui est assez fort pour eux. Quand on est une startup, on a souvent assez peu de ressources d'investissement en termes de R&D. Et donc, le fait de pouvoir participer à ce genre de programme, ça va permettre de mutualiser un peu les efforts de R&D. Tout le risque va pas porter sur elles. Elles vont profiter des ressources qu'on met en place pour venir tester quelque chose. Et si ça marche, pouvoir vraiment le lancer. Si ça marche pas, elles n'auront pas perdu grand-chose. Et enfin, la dernière catégorie, qui est sans doute celle qui nous intéresse le plus, ça va être les startups qui cherchent à pénétrer un marché. Il y a énormément de marchés sur lesquels qui sont trustés, où il y a des gros acteurs, des acteurs plutôt historiques qui se sont positionnés. Et c'est extrêmement compliqué pour une start-up de quelques personnes de pouvoir pénétrer sur ce marché. Et donc ces start-up recherchent des partenaires qui vont leur permettre de rentrer plus facilement. Et donc en pouvant rentrer en contact avec nos partenaires, en réalisant de premières expérimentations, ça leur permet de générer, de pouvoir lancer des choses dans lesquelles ils vont construire des choses avec des nouvelles offres avec nos partenaires. Si j'illustre un petit peu, sur tout ce qui est valoriser une expertise, très concrètement, on a eu une boîte qui s'appelait QCIT l'année dernière, qui est une boîte, QCIT, ça veut dire Quantify City. Eux, leur business model, leur expertise, c'est de prendre toutes les sources de données qui existent sur la ville et de pouvoir vendre des services aux municipalités. Mais c'est une start-up qui a du mal aujourd'hui, qui avait du mal en tout cas au moment où on a lancé cet appel à projet, à montrer à quoi ça servait réellement. C'est-à-dire, si on collecte plein de données, on fait plein de choses, on fait un gros dashboard, donc c'est très bien, c'est très sexy de voir tout ça, mais concrètement, à quoi on peut l'appliquer pour que ce soit utile? Et si j'arrive pas à montrer que c'est utile, je vais avoir personne qui va me faire un chèque à la fin. Et donc, elles ont répondu à un challenge qu'on avait lancé, qui était autour de tout ce qui était notion de mesure du confort sur l'espace public. Quand je réalise des travaux d'urbanisme, c'est des travaux qui ont coûté très cher, et finalement, il y a assez peu d'outils qui me permettent aujourd'hui d'évaluer l'impact des travaux avant de l'avoir réellement fait.
Et donc on va chercher dans ce cadre-là des projets qui nous permettent de modéliser, de prédire un petit peu les comportements des gens, adaptés à des espaces publics, pour pouvoir limiter le risque quand je fais des grands travaux d'investissement, des grands travaux d'aménagement, pardon. Sur la partie valider une opportunité, on a eu une start-up qui s'appelle toujours Padam, et qui est venue travailler avec nous autour d'un défi qui était lancé par la mairie de Paris, qui était autour de l'amélioration de l'offre de déplacement de proximité. À Paris, on a quelque chose qui est assez particulier. Au sein des arrondissements, on a des petits bus, qui sont vraiment des microbus, qui se déplacent juste au sein de l'arrondissement. C'est une idée qui était plutôt bonne à la base, qui visait notamment les personnes âgées, etc. Mais il se trouve que c'est des bus qui sont très très peu utilisés aujourd'hui et qui finalement coûtent très cher par rapport à la taux d'utilisation. Et de l'autre côté, on a eu cette start-up qui est venue participer, alors qu'ils avaient développé une offre qui était une offre de covoiturage domicile-travail. Et ce qu'ils ont essayé de nous proposer, ce qu'ils ont voulu essayer de démontrer sur ce use case, c'est de montrer que si on ne proposait pas des bus avec des trajets qui étaient fixes, mais plutôt des trajets à la demande, mais des transports en commun et des trajets à la demande, finalement, c'était un moyen de réinventer une offre de mobilité de proximité. Et donc là, on est typiquement dans ce use case d'une startup qui veut faire cet effort de R&D. Ce serait trop cher pour eux de le porter eux seuls, mais finalement, en ayant le soutien de la mairie de Paris et des partenaires, ça leur permet d'aller tester quelque chose. Et enfin, le dernier cas qu'on a eu l'année dernière, sur les 5 startups qu'on a eues, c'était plutôt une startup qui s'appelle eGreen, qui est une startup qui existe depuis un moment et qui a une solution qui tourne pas mal et qui cherche à pénétrer un marché. Ils ont une solution qui est plutôt basée sur la réduction des consommations énergétiques avec l'implication des utilisateurs. Et ils ont répondu à un challenge qui visait plutôt les espaces de bureau. Comment est-ce que, globalement, dans un bureau, j'arrive à réduire mes consommations tout en sachant que les personnes qui travaillent dans le bureau ne sont pas du tout intéressées à la facture. C'est-à-dire que ce n'est pas leur enjeu, forcément. Ce n'est pas sur le coût de la facture qu'on va les inciter à baisser leur consommation. Il faut trouver d'autres dynamiques. Et donc, ils ont travaillé avec nous sur la manière dont on peut construire ces dynamiques-là. Si j'insiste là-dessus, sur toute cette question de comment est-ce qu'on comprend l'offre de valeur, c'est extrêmement important, parce que ce qu'il faut bien voir, quand je vous expliquais qu'en mettant en place cet appel d'offres, finalement, ça ne suffit pas du tout. Là, j'ai repris une courbe, alors qui n'est pas sur DataCity, celle-là, je ne l'avais pas, mais qui est sur un autre programme un peu équivalent qu'on a avec General Electric, et qui vous montre, en fait, ça c'est la courbe du dépôt de dossier. Et qui montre très bien qu'il n'y a pas du tout des pics qui sont liés à la communication, que c'est quelque chose qui augmente de manière très granulaire et qui augmente comment ? Qui augmente au moment où nous, on est capable d'aller chercher ces startups, on va quasiment les chercher une par une, en leur écrivant des mails, en allant boire des cafés avec eux, en leur montrant quel est l'impact pour elles, pourquoi est-ce qu'elles devraient venir candidater avec nous. Et toutes ces startups, les meilleures startups, c'est vraiment comme ça qu'on va les avoir. Donc c'est très important de pouvoir définir très précisément quelle est l'offre de valeur. Le dernier défi, enfin la dernière brique qui nous prend pas mal de temps, sur laquelle on réfléchit beaucoup, c'est comment est-ce qu'on fait collaborer les startups et les corporates. Finalement, tout l'enjeu, qui peut sembler assez évident quand je le raconte comme ça, mais qui est parfois assez difficile à réellement mettre en place, c'est comment est-ce qu'on crée une relation d'horizontalité. On a des grands groupes qui, par nature, ont l'habitude de travailler avec des prestataires, sont très importants, ont peu de risques financiers, sont capables ont assez peu, ont toute une trésorerie qui leur permet d'assurer énormément de risques. Comment est-ce qu'on le fait travailler avec des petites structures qui, au contraire, eux, sont extrêmement fragiles, vont être très agiles, il y a énormément de bon côté, mais mettent beaucoup de risques dans cette collaboration. Et l'objectif ici, ça va être comment est-ce qu'on recrée un terrain d'horizontalité où c'est des partenaires qui travaillent ensemble et non plus des prestataires. Nous, ce qu'on fait autour de ça, c'est qu'on passe beaucoup de temps, en fait, au moment de cette sélection aussi, à créer des occasions de rencontre entre les partenaires et les startups. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique où on veut que des startups soient capables de proposer une expérimentation. Pour proposer cette expérimentation, ça va demander de pouvoir comprendre les enjeux de la boîte, comprendre le contexte, pour proposer quelque chose de pertinent. Et donc ça, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va organiser des meet-up, donc des temps de rencontre, où on va avoir nos partenaires qui peuvent rencontrer les startups. On va avoir également des temps de présélection, des temps de ce qu'on appelle nous des bootcamps, qui sont des temps de workshop sur une journée, 2 journées, sur lequel on va travailler ensemble. Et ça, ce que ça produit, ce qui est assez intéressant, ça c'est sur l'année dernière. Je vous ai mis sur le premier camembert que vous voyez, c'est la qualité des projets au départ, au moment des candidatures. Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'on avait 61% de projets qui étaient peu pertinents, qui étaient finalement pas très intéressants.
27% de projets qui pouvaient valoir le coup, c'était pas trop mal, mais il y a des choses à préciser, et seulement 12% de projets qui étaient excellents, enfin, qu'on considérait comme vraiment très pertinents. Ce qui est assez faible sur le coup, et ce qui est la photographie au moment où les gens déposent leur candidature. Et en ayant vraiment un accompagnement, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à créer ce glissement, où on passe de 19% des projets qui nous semblent bons, pertinents, et on a réussi à faire grossir à 31% la catégorie des projets qui nous semblaient excellents. Et ce qui nous permet, en fait, en faisant ce glissement, d'avoir beaucoup plus de startups qui sont intéressantes et d'avoir un choix plus grand dans la sélection. Après, on rentre dans une phase qui est beaucoup plus, enfin pour le coup qu'on maîtrise, qui nous semble beaucoup moins compliquée, qui est celle du bootcamp. Comment est-ce qu'on réalise vraiment l'expérimentation? À Numa, on a plutôt des profils designers, et tout ce travail-là de faire des bootcamps, des sprints, c'est quelque chose qu'on maîtrise extrêmement bien. Mais globalement, à quoi ça ressemble pour une startup? C'est-à-dire qu'il va y avoir cette première phase du meet-up où elle va pouvoir rencontrer les partenaires, des partenaires business et initier des collaborations. Une deuxième phase où on la sélectionne et ça lui permet de développer, on va développer avec ses partenaires des use cases qui lui permettent de montrer, mettre en valeur comment leur technologie peut répondre à certains cas. Et pendant le bootcamp, ce qu'on va réellement faire, c'est que d'un côté, on va mettre en place une expérimentation qui nous permet de valider très concrètement l'expérimentation. Ce qu'on a fait avec SenseWave par exemple, c'est une startup qui est une startup qui a été fondée par des gens qui viennent plutôt du monde du traitement du son et qui ont voulu montrer qu'avec le traitement du signal sonore, qui est un des signaux les plus compliqués à traiter au monde, on est capable de l'appliquer à beaucoup d'autres cas. Et ils cherchaient un use case qu'on leur a proposé dans le cadre de l'énergie. Et ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a montré qu'on était capable de détecter des anomalies de manière automatique qui aujourd'hui sont plutôt détectées de manière très artisanale par des gens qui sont très spécialisés, qui vont les détecter une par une. Et donc en fait, on passe d'un modèle où il y a des energy managers qui traitent, qui peuvent suivre plusieurs immeubles et peuvent suivre une dizaine d'immeubles en moyenne, à un scale qui nous amène à traiter plusieurs milliers d'immeubles. Et ce qu'ils vont faire aussi, c'est définir un peu un business model et une offre de marché avec ses partenaires. Et aujourd'hui, entre SenseWave et les partenaires CETEC et Nexity qui travaillent avec eux, ils sont en train de définir une offre commune qui vont aller vendre à des partenaires. Alors, what's next à partir de là? Ce qu'on a eu cette première édition, c'est qu'on a sélectionné 5 startups, on avait 5 partenaires corporate. On a 3 de ces startups qui sont en train de monter des offres très concrètement avec ces partenaires et sur lesquelles va y avoir du business qui va se créer. On a une des startups qui a utilisé les use cases pour aller voir d'autres mairies à l'international pour vendre ses solutions. Donc pour l'instant, on attend un peu des retours, mais c'est plutôt une solution qui va dans le très bon sens. Et un use case qui nous a permis de montrer qu'il n'y avait pas de marché. Mais ça a permis aussi, c'est aussi le jeu dans les expérimentations, c'est être capable de voir sur ces temps assez courts qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'opportunité, mais on a finalement investi suffisamment peu pour que ce soit pénalisant, aussi bien pour le grand groupe que pour la start-up. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec DataCity, c'est qu'on est assez fiers de ce modèle, on a réussi à créer quelque chose qui nous permet d'identifier, de prototyper. On arrive au moment de package des solutions, mais il nous manque encore 2 étapes, qui sont les étapes qui vont permettre de créer vraiment le cercle vertueux et d'amener tout ça sur le marché. C'est les étapes de validation, mais validation sur le marché, puis de validation de prototype, et les étapes d'industrialisation. Les 2 questions qui nous préoccupent beaucoup en ce moment, c'est comment on arrive à ça, et on a 2 pistes de réponse. Un, ça va vraiment être de renforcer encore cet enjeu de définition du problème. Plus on sera capable de cibler des problèmes qui sont des problèmes réels, qui existent réellement, sur lesquels il y a vraiment des opportunités business, qu'on pourra convaincre des startups, plus on arrivera réellement à des étapes de validation et d'industrialisation. Et le deuxième enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer non plus de 5 startups qu'on accompagne une fois par an, mais à scaler tout ça et avoir beaucoup de projets. Parce que c'est un peu le modèle des fonds d'investissement. Si on investit dans un nombre très restreint de projets, on a assez peu de chances, en mettant tous ces œufs dans le même panier, d'avoir des choses qui ont réellement de l'impact. Au contraire, si on est capable de multiplier les expérimentations, on va pouvoir générer beaucoup plus d'expérimentations successful. Et là-dessus, ce qu'on fait, c'est que globalement, on est en train de partir à l'international avec ce projet. On a aujourd'hui, DataCity est présent à Paris. On va avoir une seconde édition au Maroc. Et on va travailler avec notre réseau, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout présenté en intro, mais Numa est présent dans plusieurs pays et on est en train de travailler à le développer à l'international et pourquoi pas au Canada. Voilà, merci à vous.